Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de nos badars intitulé « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné », épisode pour lequel je reçois, j'allais dire Jacques Chiffrin, non, je reçois Amos Reichmann, auteur d'un livre sur Jacques Chiffrin, sous-titré « Un éditeur en exil », paru aux éditions du Seuil. Un éditeur en exil, nous l'avons dit dans notre première partie, où on a évoqué la jeunesse dans ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan, à Bakou, de Jacques Chiffrin, la formation, l'intérêt très cosmopolite qui est le sien, qui le conduit à voyager dans de nombreux pays d'Europe, en ayant toujours l'idée de se fixer en France, et plus particulièrement à Paris, en France dont il ne parle pas la langue quand il arrive et où il deviendra l'éditeur de la Pléiade. Alors, les premières années de Chiffrin à Paris, ça se passe de quelle manière? Comment gagne-t-il sa vie? Est-ce qu'il est déjà marié à ce moment-là? Il a ce fils, André? Pas encore? Alors non, pas encore. Il arrive à Paris. Dans un premier temps, il travaille comme éditeur de beaux livres, donc des livres d'art, des livres illustrés. Il va rapidement se faire de premiers amis, être dans ce milieu littéraire parisien de l'entre-deux-guerres. Il va rencontrer une femme d'origine roumaine, Iora Güler, avec qui il va se marier. C'était une grande pianiste réputée, fameuse, une des plus fameuses de l'époque, qui allait notamment donner des cours de piano à André Gide. Il y a une magnifique photo qui existe de Gide au piano. Eh bien, sa professeure était la première épouse de Jacques Chiffrin, avec qui il n'aura pas d'enfant. Il rencontrera ensuite une femme qui travaillait aux éditions de la Pléiade, Simone Eyman, avec qui il aura un enfant, mais qui naîtra plus tard en 1935. Mais donc, pour revenir à l'arrivée de Chiffrin à Paris, il arrive fin des années 10, début des années 20, et il va avoir une idée qui correspond finalement à son statut, qui est l'idée de pouvoir faire passer les choses, de pouvoir contribuer au passage d'une culture d'un lieu à un autre. Et la Pléiade, à l'origine, vise à faire passer la culture russe en France. La première Pléiade, elle ne ressemble pas aux ouvrages que vous avez peut-être dans votre bibliothèque, de la collection, de la bibliothèque de la Pléiade, bibliothèque reliée sur du papier Bible. Ce n'est qu'au début des années 1930 que cette collection va exister. Au commencement, au début des années 20, la Pléiade, ce sont de beaux livres avec des illustrations de graveurs russes qui ont un peu la même histoire, qui étaient fascinés par la France et qui sont venus à Paris pour travailler dans cette période qui correspond à ce qu'on a appelé la Belle Époque. Et Jacques Chiffrin, le premier ouvrage qu'il va faire paraître dans sa Pléiade, c'est Pouchkine, c'est La Dame de Pique, qu'il traduit lui-même avec deux autres personnes, Boris de Schlosser et André Gide. Pourquoi il traduit notamment avec André Gide? Parce que lui, il maîtrise parfaitement le russe, mais son français n'est sans doute pas assez perfectionné pour lui permettre de produire une traduction parfaite de Pouchkine telle quoi il pourrait aspirer. Et donc, il y a cette sorte de coopération, de travail fraternel entre les deux qui permet cette traduction. Et donc, au commencement, la Pléiade, ce sont ces grands chefs-d'œuvre de la littérature russe qui sont traduits et publiés en France, en français, avec des illustrations de graveurs. Et ce n'est qu'un peu plus tard qu'il va avoir cette idée géniale qui correspond toujours à ce qu'est la Pléiade aujourd'hui, à savoir mettre à la disposition du plus grand nombre les chefs-d'œuvre de la littérature, non seulement russe, non seulement française, mais internationale. Mais comment s'assure-t-il, si je puis dire, la collaboration d'André Gide? André Gide, à l'époque, ça n'est pas encore la figure gigantesque qu'il deviendra, qu'on a d'ailleurs tout à fait oublié depuis, qu'on ne lit probablement que très très peu. Il faudrait demander à son éditeur, en l'occurrence Gallimard, quels sont les tirages et les ventes des œuvres d'André Gide. Mais comment est-ce qu'un exilé, j'allais dire azerbaïdjanais, gitien, enfin, en tout cas qui arrive du fin fond de ce qu'a été l'Empire russe et de ce qu'est devenu l'Union soviétique, approche-t-il et convainc-il André Gide de travailler avec lui? J'ose croire que parfois, dans la vie, des amitiés peuvent naître d'affinités électives. Et finalement, il s'avère que
l'un des deux va être prix Nobel de littérature, l'autre va fonder la plus importante collection une des plus importantes, si ce n'est la plus importante collection de l'édition française. Au départ, bon, ils sont là, ils sont à Paris, et il s'avère qu'ils s'entendent bien, qu'ils ont des points communs, qu'ils ont sans doute des aspirations, des rêves en commun, et ça va marcher, et ça va faire une rencontre et une amitié indéfectible. Ça montre une grande ouverture d'esprit de la part d'André Gide, parce que ça ne va pas de soi de se lier d'amitié et d'accepter de travailler, de donner de son temps à quelqu'un qui arrive, qui ne parle pas forcément parfaitement la langue, qui n'a pas une sorte de surface sociale, économique extrêmement forte à son arrivée. Et ça montre aussi une vraie volonté d'aller de l'avant, de s'entourer, de rencontrer des personnes passionnantes de la part de Jacques Chiffrine. Donc je pense que c'est une rencontre amicale extrêmement forte. Mais on en connaît la jeunesse. Je vous pose la question non pas en tant que amateur de littérature, mais en tant que très féru de Paris et de son histoire. Il y a un moment donné où Paris est une sorte de grande marmite de rencontres de cette nature, de rencontres qui sont souvent hautement improbables. Est-ce que c'est par le biais de la femme de Chiffrin, de la pianiste, parce que Gide était, vous l'avez rappelé à l'instant, était d'abord un mélomane de très haute volée. Il a écrit sur Chopin, par exemple, un livre tout à fait pertinent, mais c'est aussi un interprète intime. Il ne joue pas en public, en tout cas que dans des publics de salon, un public restreint. Est-ce que je me demande toujours comment Paris a pu, à un moment donné de son histoire, provoquer des rencontres aussi improbables. Alors, il y a, comme vous le dites très justement, Paris, le monde des salons. Il y a également des événements littéraires, et je pense notamment à ce qu'on appelait les décades de Pontigny, qui avaient lieu, je crois, sur un rythme annuel, peut-être plusieurs fois par an, je dirais chaque année, dans cette commune de Pontigny, où pendant 10 jours, des intellectuels, des personnes intéressées par ces questions de l'art, de la littérature, se retrouvaient pour échanger. Et il est très probable que cette amitié se soit nouée à cette occasion-là, notamment à l'occasion d'un colloque qui portait sur les questions de la traduction et de savoir ce qui était traduisible ou pas, de l'intraduisible, où Martin Dugard était présent, où Gide était là, et où Chiffrine était aussi là. Alors, les deux noms que vous venez de prononcer, 2 prix Nobel, sont 2 des figures majeures du destin français et même ensuite du destin américain de Chiffrin. On peut s'arrêter une seconde peut-être sur cette relation avec Gide, qui dure jusqu'à la fin, et pendant laquelle Gide, dans les moments difficiles, sera aux côtés de Jacques Chiffrin. Et en même temps, dans cette amitié qui donne constamment des preuves d'elle-même, il y a une paille, comme on dit dans l'acier. Il y a une paille, et cette paille, c'est la suspicion d'antisémitisme que Chiffrin éprouve à l'égard de Gide. Et pour lequel il lui demande de s'expliquer, d'ailleurs, à un moment donné, beaucoup plus tard, quand il sera aux États-Unis et qu'il sera vaguement question, en tout cas fortement dans son esprit et très vaguement ailleurs, qu'il rentre en France. Alors, ce que vous appelez la suspicion d'antisémitisme que Chiffrine perçoit chez Gide est basée sur des éléments matériels qui existent notamment dans des textes écrits, publiés par André Gide. Mais pour commencer par le commencement, André Gide sera toujours, absolument, d'une façon déterminante, présent pour aider Jacques Chiffrine, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est André Gide qui, au moment où les éditions de la Pléiade, qui sont en premier lieu une maison d'édition indépendante, fondée et dirigée par Jacques Chiffrine, lorsqu'elles vont commencer à connaître des difficultés financières à la suite de la crise de 1929, va rapprocher Jacques Chiffrine de Gaston Gallimard pour permettre ce rachat des éditions de la Pléiade de Jacques Chiffrine par Gallimard. André Gide, il sera de nouveau là lorsque
commencement de la guerre, fin 1940, début 1941, Jacques Chiffrine n'aura d'autre choix que de quitter la France, pour des raisons qu'on évoquera sans doute un petit peu plus tard. C'est André Gide qui va lui permettre de trouver une place rêvée sur un bateau qui lui permettra de se rendre aux États-Unis. Quand il sera aux États-Unis, qu'il voudra fonder sa nouvelle maison d'édition, ce qui est tout sauf simple, qui lui donnera des textes, celui qui est devenu le contemporain capital, André Gide, ce qui est une garantie de succès. Quand il aura besoin d'argent, qui lui enverra de l'argent? C'est André Gide. Quand il aura besoin d'un logement à Casablanca, parce que ça n'est pas simple d'arriver à New York pendant la guerre et qu'il se retrouvera en rade, coincé à Casablanca, c'est André Gide qui l'aidera. Le fils de Jacques Chiffrine est prénommé André. Il y a pas, je sais pas moi s'il a voulu faire un hommage direct à André Gide. Ce qui est certain, c'est qu'il connaissait très bien quelqu'un qui s'appelait André. Donc s'il n'aimait pas cette personne, il aurait certainement pas appelé son fils du prénom de quelqu'un qu'il n'aimait pas. Bon, bref. Donc il y a vraiment une amitié extrêmement puissante. Et il y a ce que vous appelez cette paille, mais qui finalement en tout cas, moi, je ne le vois pas comme quelque chose qui jetterait une ombre sur cette amitié. C'est quelque chose qui existe également et qu'il faut prendre en tant que tel, mais qui, du coup, n'a pas empêché les actes réels d'André Gide vis-à-vis de Jacques Chiffrine d'exister. Cette paille, elle apparaît à plusieurs niveaux. La vie d'André Gide est notamment documentée par une personne qui travaillait à ses côtés, surnommée la Petite Dame, et qui a écrit les Cahiers de la Petite Dame, dans laquelle elle racontait le quotidien d'André Gide. À la fin des années 1920, elle évoque cette amitié naissante entre André Gide et Jacques Chiffrine. Et elle dit, André Gide, il a l'air de trouver Jacques Chiffrine plutôt sympathique, mais quand même, il a quelques petits airs sémites qui ne lui plaisent pas tout à fait. Bon, ça, c'est quelque chose qui apparaît. Et puis, effectivement, à la fin de sa vie, Jacques Chiffrine envoie une lettre à André Gide pour lui dire, il y a quand même un problème. Il y a certains textes que vous avez écrits qui me dérangent. Et effectivement, dans son journal publié, et Jacques Chiffrine s'est battu pour que André Gide soit le premier vivant à être édité dans la Pléiade, et que son journal soit édité dans la Pléiade. C'est le premier pléiadisé, Gide. Il parle d'une littérature juive qu'il qualifie d'avilissante, et qui, en fait, ne pourrait pas vraiment se fondre, entre guillemets, dans ce qu'il appelle la littérature française. On a un discours extrêmement, qu'on pourrait qualifier d'identitaire figé sur la littérature. Il y aura une littérature juive. Il dit même que elle ne peut même pas être écrite en français, cette littérature juive. Il en donne des exemples, j'ai pas connaissance de ce passage. Oui, alors il évoque certains... on peut retrouver le passage, mais oui, il donne certains exemples. Et Jacques Chiffrine lui répond, lui dit, mais comment pouvez-vous dire ça? Comment pouvez-vous parler d'une littérature avilissante s'agissant de la littérature juive? On n'a pas retrouvé la réponse d'André Gide. Par ailleurs, au moment de l'affaire Dreyfus, mais ça date de la fin du 19e siècle, c'est un autre moment, André Gide a écrit qu'il n'aimait pas les Juifs dans une lettre qui a été retrouvée. Donc voilà, il y a plusieurs éléments comme cela. Ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, ça existe, il a pu écrire cela, ça ne l'a pas empêché d'avoir cette relation si particulière avec Jacques Chiffrine, d'avoir ses actes, et ça n'a pas empêché Jacques Chiffrine de lui dire ce qu'il avait à lui dire à la fin de sa vie. Non, simplement parce que, si on reste un instant sur André Gide, bien que ce soit Chiffrin votre héros et non pas lui, mais l'antisémitisme de Gide me semblait être un antisémitisme d'époque, si je puis dire. C'est-à-dire un antisémitisme exprimé, on trouve ça dans les journaux, dans le journal de Maurice Garçon, on trouve ça aussi, Daniel Cordier racontait très bien que c'était une espèce d'antisémitisme fantasmagorique, et qui, chez ceux qui ont compris que l'antisémitisme portait en lui-même l'extermination des Juifs, on les a rapidement amenés à changer d'avis. Mais je pensais, et j'ai sans doute lu trop vite votre livre, mais je pensais que l'antisémitisme de Gide faisait partie de cet antisémitisme, j'allais dire, de convenance. Enfin, on était antisémite parce que c'est une façon de faire son intéressant, si je puis dire. Mais au moment où ça s'est traduit par une agressivité qui a fini par l'extermination, personne
qui agissait selon les valeurs qu'il mettait en avant, évidemment, avait totalement tourné Kazakh. Mais bon, peut-être... Non, mais juste là-dessus, je pense que ce que vous dites est juste. C'est un antisémitisme qui correspond à une époque, qui correspond à un air du temps. André Gide, il faut que ce soit quand même très clair, n'en a jamais fait son principal cheval de bataille. Il n'avait pas du tout un rapport obsessionnel à cela. Et quand l'histoire comme la Seconde Guerre mondiale a été déclarée et que des lois ont été passées visant à faire des Juifs des citoyens de second ordre et que le processus d'extermination a été mis en place, je ne sais pas ce qu'il savait du processus d'extermination. Le fait est que, tout en sachant que Jacques Chiffrine était juif, il l'a aidé. Donc il ne s'agit pas d'en faire un symbole d'un antisémitisme acharné. C'est pas ça. Simplement, ça existe dans sa vision du monde, dans certains de ses écrits. Ça ne l'a pas empêché d'agir comme il l'a fait vis-à-vis de Jacques Chiffrine. Je retrouve juste le passage et les auteurs qu'il cite, et effectivement, ce sont des auteurs finalement peu connus, Coulus, Sternheim, où il évoque une littérature juive d'où toute idée de noblesse est exclue, c'est de la littérature avilissante. Mais il évoque une littérature juive au global, disons, essentialisé, et il cite des auteurs, entre guillemets, mineurs. Oui, il cite des auteurs tellement mineurs qu'ils sont inconnus, qu'ils le sont restés. Amos Reichmann, merci. Nous allons nous arrêter là pour ce deuxième entretien, et nous allons nous retrouver pour le troisième, pour parler cette fois-ci exclusivement et de Chiffrin et de son activité d'éditeur en France d'abord et aux États-Unis. Je remercie Philippe Meyer, avec qui cette émission a été préparée. Alors, je vais faire une mise au point, je la répéterai 3 fois, probablement ça sera insuffisant, mais il se trouve que cette chose était fortement improbable, sans doute aussi improbable que de gagner à la loterie nationale. Il se trouve que lorsque nous avons lancé un filet pour recruter un nouveau assistant, comme nous le faisons chaque année, celui qui a émergé du lot s'appelle Philippe Meyer, et par conséquent, je remercierai chaque semaine, pour chacun de ces badas, je remercierai Philippe Meyer, et je suppose que jusqu'à la fin, quelques lazzi, cela me vaudra quelques lazzi de la part de ceux qui penseront que j'ai décidément la tête plus large que le chapeau. Mais je remercie Philippe Meyer, avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Adrien Beccaria, qui l'a enregistré pour le studio de l'Arrière-Boutique, et je remercie Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui le produisent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bada de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné.